Au sommaire, Patrice Roger Milimono face à la presse ce matin pour le bilan de son département. C'est son tout premier exercice d'une véritable opération de communication depuis sa nomination à la tête du ministère de l'élevage il y a 1 an et quelques. La coalition des associations de jeunes de Massanta se dit favorable à une nouvelle constitution pour la Guinée. Les responsables de ce mouvement l'ont fait savoir dans la matinée au cours d'une conférence de presse animée à Conakry. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. C'est son tout premier exercice d'une véritable opération de communication depuis sa nomination à la tête du ministère de l'élevage il y a 1 an et quelques. Patrice Roger Milimono était face à la presse ce mercredi pour faire le bilan de son département sous Alpha Condé. Suivez les détails avec Mamadou Tanouba et Abdoulaye Keïta. Le ministre de l'élevage est le 19e membre du gouvernement Kassory à faire le bilan de son département depuis 2011. Patrice Roger Milimono a basé son discours bilan en grande partie sur la projection des reportages réalisés dans le secteur de l'élevage, du domaine de la filière bétail-viande en passant par la filière avicole jusqu'aux filières lait, apicole et porcine. Le ministre a exposé la situation de ce secteur important pour le développement du pays. Plusieurs infrastructures d'élevage et de commercialisation du bétail et de la viande ont été réalisées, notamment un marché à bétail à vocation sous-régionale à Kunsitel, Gawal. Ce marché constitue le premier du genre dans notre pays, qui devra favoriser les échanges commerciaux du bétail entre la Guinée et certains pays de la sous-région, notamment le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Dans l'optique de l'amélioration de la productivité des ruminants, 300 chèvres rousses de Maradi ont été introduites à titre pilote à partir du Niger et diffusées dans les élevages de 13 préfectures des 4 régions naturelles. Dans le domaine de la filière porcine, les élevages semi-intensifs mis en place depuis les années 90 en Guinée forestière et en Basse-Guinée ont permis l'amélioration de la production porcine. Patrice Roger Milimono a aussi expliqué les efforts fournis par le gouvernement dans le domaine de la santé animale. La réhabilitation du laboratoire central vétérinaire de diagnostic. Le laboratoire ainsi rénové et équipé est à nouveau capable, avec de nouvelles techniques de pointe, de diagnostiquer les maladies animales d'importance économique et les zoonoses prioritaires dont la rage, la brucellose, l'anthrax, la grippe aviaire, pour ne citer que celles-là. Le numéro 1 du secteur de l'élevage a clos son discours bilan par des perspectives. Dans le cadre de la poursuite de l'initiative présidentielle d'amélioration génétique de la race bovine, le ministère de l'élevage envisage l'insémination artificielle de vaches dans les préfectures de notre pays, tout conformément au programme guinéo-marocain. Ce programme en cours d'élaboration sera calqué sur un modèle rwandais et aussi marocain et permettra d'améliorer la productivité et la production. Le cheptel guinéen est estimé à combien de têtes par race? La question a été posée au ministre de l'élevage lors de cette conférence de presse qu'il a animée dans la matinée. Écoutez la réponse de Patrice Roger Milimono. Il est au micro de Mamadou Tanouba. En 2010, on avait 4 906 000 pour les bovins et en 2018, on a 7 520 000. Pour les ovins, on avait 1 615 000 en 2010. En 2018, on a 2 709 000. Pour les caprins, on avait en 2010 1 931 000 et en 2018, on a 3 246 000. Pour les porcins, on avait 95 000 en 2010
Aujourd'hui, on est à 140 000. Et la volaille, en 2010, on était à 21 millions de têtes. Aujourd'hui, on est en 2018, on est à 34 millions. Donc voilà un peu le cheptel guinéen. Le débat est loin d'être clos autour de la loi suprême du pays. Les déclarations et contre-déclarations se multiplient entre pro et anti-nouvelle constitution. Ce mercredi, c'était au tour d'un mouvement de ressortissants de Massanta de donner sa position. La Kajema se classe du côté de ceux qui pensent que l'actuelle constitution doit être changée. Alpha Ibrahima Touré a suivi la conférence de presse de la coalition des associations de jeunes de Massanta. Suivez son compte rendu. Des jeunes de Macenta disent oui à la nouvelle constitution. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse ce mercredi. Avant de publier leur déclaration, le président de la coalition des associations de jeunes de Macenta a parlé de l'objectif visé par ces mouvements associatifs. Pour cet objectif précis qui nous amène ici aujourd'hui, chers collègues, c'est celui de se déterminer, connaître notre position face au débat actuel qui tourne autour de la Constitution du 7 mai 2010. Après que le président de la Kajema a donné la position de sa structure dans le débat de nouvelle constitution, la parole est revenue à Angeline Dilavogui, porte-parole de cette coalition, pour lire la déclaration. Depuis l'élection de 2010 à nos jours, de son Excellence le professeur Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême, des réalisations ont été faites et sont désormais gravées dans la mémoire collective. Dans la même déclaration, ces jeunes associations disent soutenir les actions du président Alpha Condé depuis son avènement au pouvoir, car, je cite, à cause des réalisations faites dans la préfecture de Macenta. Des hangars au marché de la commune urbaine, les microfinances, d'Amifa, une centrale électrique, la nouvelle gare routière. Vu toutes ces réalisations de la part du chef de l'État, la coalition des associations de jeunes de Macenta se dit favorable à l'idée de nouvelle constitution. Pour l'intérêt général de la République de Guinée, la coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema, se prononce favorable au projet de nouvelle constitution dans notre pays et dit oui au référendum. Pour terminer, le président de cette organisation a soutenu la position des jeunes à tous les niveaux en ce qui concerne l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous sommes de Massanta, nous trouvons nécessaire qu'étant jeunes de Massanta, il faut soutenir une nouvelle constitution pour que nous puissions avoir notre mot dans la prochaine nouvelle constitution. Puisque l'ancienne là, nous n'avons pas été consultés. Sur le continent, en République démocratique du Congo, c'est une lueur d'espoir dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Là-bas, de nouvelles molécules ont permis de traiter 2 personnes atteintes du virus ravageur. À Goma, ces survivants ont été accueillis dans la joie, comme vous allez le constater dans ce reportage de nos confrères de TV5. Suivez. Des cris de joie à Goma pour accueillir Espérance Nabintou et son fils. Si son mari atteint du virus Ebola n'a pas survécu, elle et son enfant ont pu être guéris après 11 jours de traitement. On crachait du sang. C'était les effets d'Ebola. On était malade quand on est venu ici. On a fait les tests qui ont confirmé qu'on était porteur du virus. Une guérison porteuse d'espoir. Depuis novembre 2018, 4 médicaments expérimentaux ont été testés simultanément dans certains centres médicaux du pays touchés par l'épidémie. 2 d'entre eux s'avèrent aujourd'hui efficaces, confirmé mardi à Genève un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé.
Les premiers résultats des tests menés sur 499 patients montrent que les individus traités avec le Regeneron ou le MAB 114 présentent les meilleures chances de survie. Selon les autorités sanitaires américaines qui ont cofinancé une étude sur le traitement d'Ebola, le Regeneron fait chuter le taux de mortalité à 29% et le MAB 114 à 34%. Avant ce traitement, le taux de mortalité gravitait entre 65 et 70%. Tout repose aussi sur le stade d'infection. Plus le patient est traité tôt, plus les chances de survie sont élevées, autour de 90%. Ces deux médicaments vont donc être dorénavant utilisés. Pour les acteurs de la lutte contre Ebola, c'est l'espoir de sauver des vies, freiner la propagation du virus, mais aussi et surtout de redonner confiance. Car malgré les ravages de cette épidémie qui a refait surface il y a un an dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri et tué plus de 1800 personnes, les populations locales continuent de manifester une certaine défiance par rapport à la maladie, certains allant jusqu'à nier son existence. Ali Bongo, certains les ont appelés les oubliés du système judiciaire gabonais. Plusieurs dizaines de prisonniers viennent d'être libérés à Libreville. Leur point commun, tous étaient détenus alors qu'ils avaient déjà fini de purger leur peine. Suivez. La délivrance pour ces détenus de la prison centrale de Libreville. Tour à tour, ils récupèrent leur certificat de remise en liberté, le précieux sésame pour une nouvelle vie. Alain retrouve sa famille à quelques mètres de là, après avoir passé 3 ans derrière les barreaux pour vol à l'arraché. J'étais maçon et je crois que je vais continuer à aller faire mon métier. Je ne crois pas que continuer à arracher les gens, les sacs, les téléphones, ça va me conduire à faire quelque chose. J'ai beaucoup souffert, j'ai fait 38 mois de prison. Ils sont au total 153 prisonniers à avoir bénéficié d'une grâce présidentielle après les conclusions d'une commission mise en place par le gouvernement. Selon les ONG et le syndicat des magistrats, certains détenus ont en réalité dépassé le délai légal de leur détention préventive. D'autres ont purgé la totalité de leur peine et ont donc été injustement maintenus dans leurs cellules. Ce militant se félicite de leur libération, mais continue de dénoncer le système carcéral du pays. Nous réclamons, n'est-ce pas, la construction de nouvelles prisons. Parce que cette prison de Libreville et l'ensemble du système carcéral gabonais ne répond pas aux normes et standards internationaux. Donc il faut construire une nouvelle prison parce que la prison de Libreville contient plus de 4000 prisonniers pour une capacité réelle de 250 détenus. Donc c'est une prison mortifère, c'est un camp de concentration qu'il faut fermer tout de suite. Les associations appellent aussi à la libération des prisonniers politiques. Ils seraient des dizaines à croupir dans les geôles gabonaises depuis la réélection contestée d'Ali Bongo en 2016. À présent, allons au Brésil pour parler de la mobilisation des femmes autochtones amazoniennes. Hier mardi, elles étaient des centaines à manifester à Brasilia contre le président Jair Bolsonaro. Elles s'opposent à son projet d'exploitation minière sur le territoire qui leur est dédié. Ces femmes indigènes parlent de politique génocidaire pour prévenir le danger auquel le projet du président d'extrême droite pourrait exposer l'Amazonie. Cette grande forêt considérée comme le poumon de la planète. Suivez. Depuis le 9 août, ce sont les femmes qui essaient de faire entendre leur voix. C'est ce qu'on appelle la marche des femmes indigènes. Pendant 6 jours, elles multiplient les rassemblements à Brasilia, la capitale, dans l'espoir d'être vues et entendues par un président sourd et aveugle. Nous sommes ici pour la marche des femmes indigènes. C'est l'occasion de dire à Bolsonaro et à ceux qui ont des responsabilités dans son gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec ces reculs qui menacent la survie des indigènes. Jamais un président brésilien ne s'était attaqué à ce point-là à la forêt amazonienne. Selon l'Institut brésilien pour la recherche spatiale, la déforestation a augmenté de 278% en juillet 2019 par rapport à juillet 2018. Rappelons qu'en plus d'être la terre des indigènes, la forêt amazonienne est le poumon de la planète puisqu'elle capte 10% du CO2 mondial.
Mais qu'importe. Pour Jair Bolsonaro, ces chiffres sont sensationnalistes et toutes les mesures de protection de l'environnement sont autant de freins au développement de l'agriculture intensive. Alors il autorise la déforestation à tour de bras. Devant un tel acharnement, l'Allemagne a gelé une subvention de 35 millions d'euros destinée à la préservation de la forêt et de la biodiversité au Brésil. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Brésil n'a pas besoin de cet argent. Pourtant, en signant l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur fin juin, le président Bolsonaro s'est engagé à respecter les accords de Paris sur le climat et donc à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37%. Il faudra bien faire un effort pour pouvoir commercer avec l'Europe. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Vous pouvez continuer de nous suivre sur notre page Facebook Gangan TV, première télé privée de Guinée ou sur le www.groupegangan.com.